639e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors certains de nos amis sont dans la difficulté du fait à nouveau du ministre de l'Intérieur qui veut les interdire. Il s'agit de ce bar associatif qui s'appelle l'Alvarium à Angers, un lieu où se réunissent des militants identitaires, un petit peu comme Génération Identitaire dissous il y a quelques mois. Et maintenant c'est leur tour. C'est leur tour d'être menacés de dissolution par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur. On peut rappeler juste d'un mot que ce bar associatif s'est créé autour de plusieurs de nos amis, dont Jean-Eudes Gana, l'un des fils d'un ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, Pascal Gana, que vous connaissez bien. On peut s'étonner en effet de ce zèle que l'on met à l'égard d'un bar associatif, si ce n'est qu'il est en effet constitué de patriotes. Et ça semble particulièrement suspect à un gouvernement qui cache de moins en moins quand même sa coloration de gauche. À la vérité, le macronisme penche à gauche, comme on pourrait s'en rendre compte par le nombre de ministres qui viennent du Parti Socialiste en particulier. Bon, ça a dissous le Parti Socialiste en fait, mais il est passé chez Macron. Alors il me semble que ce geste est un geste symbolique de bonne volonté à l'égard de la gauche ou de l'extrême gauche, qui constitue bien sûr l'opposition à un mouvement de ce type. Alors la gauche et l'extrême gauche vont assez loin puisque le maire d'Angers, M. Béchu, est aussi le secrétaire général du mouvement que vient de créer l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc le macronisme moral, si vous voulez, qui dénonce les excès de la radicalité patriotique. Oh mon Dieu, la radicalité patriotique, il y en a bien d'autres radicalités à combattre que celle-là. Me semble-t-il. Est-ce qu'on va jusqu'à les soutenir, bien sûr ? Bien sûr, on les soutient. À tout risque. À tout risque, on va suivre ça de très près. Alors, des événements qui se produisent désormais maintenant à la frontière qui sépare la Pologne de la Biélorussie, avec une accumulation de migrants, généralement en provenance de Syrie, en tout cas de cette zone-là, qui sont arrivés et qui sont bloqués à la frontière polonaise. Les Polonais ne veulent pas les laisser rentrer, et les autorités de Biélorussie les empêchent de repartir dans l'autre sens. Autrement dit, cette masse de migrants, plus de 10 000, sont coincés entre les forces de la Biélorussie et une frontière qui résiste. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation ? À la vérité, je crois qu'il s'agit là d'une opération de géopolitique, mais qui doit servir d'avertissement solennel à nos électeurs et à nos citoyens. Parce qu'il y a 10 000 migrants qui ont été massés en les faisant venir par avion, n'est-ce pas, à la frontière d'un pays européen. Et ceci est une répétition en petit de ce qui pourrait se produire quand au lieu d'être 10 000, il y aurait 100 000 ou 500 000 personnes pour balayer les frontières existantes et envahir le territoire de l'Europe. Il se trouve qu'en Pologne, il y a une résistance nationale que nous saluons d'ailleurs, ainsi que celle de la Hongrie, mais qu'il n'est pas sûr que dans tous les pays résistent de la même manière. En tous les cas, c'est de tout cœur que nous sommes avec les Polonais et que nous espérons bien qu'ils ne vont en aucune manière céder à cette opération de violence qui est créée contre eux. Alors il semble, c'est tout au moins ce que disent certains médias occidentaux, que des avions appartenant à des compagnies russes aient servi au déplacement de ces migrants pour les rapprocher de la frontière polonaise. Ça voudrait donc dire qu'il y a tout de même, comme ça s'était produit avec Erdogan et avec la Turquie, vous parlez de géopolitique, une pression qui s'exerce à propos de la Pologne sur l'ensemble de l'Union européenne, dont on teste la solidité et la capacité de résister. Il y a aussi le problème de la Grèce, la proximité des îles du Dodécanèse avec la Turquie, c'est une région que je connais assez bien, recèle tous les dangers possibles et imaginables là, de complications internationales, même de conflits possibles. Cela étant, l'Europe doit se préparer et rapidement à subir la pression migratoire du reste du monde. Alors là, c'est la question qui vient de l'Est, mais il y a aussi le Sud, l'Afrique du Nord en l'occurrence, avec un conflit qui semble s'envenimer et qui oppose les Algériens aux Marocains à propos du Sahara occidental. Les États-Unis ont apporté un soutien très net au Maroc. Les autorités algériennes réagissent avec brutalité, rupture des relations diplomatiques.
Concomitamment, nous avons un peu, nous aussi, en France, une situation difficile avec l'Algérie, qui refuse de récupérer ses ressortissants coupables de méfaits sur le sol national français. Donc là aussi, il y a une accumulation et une tension sur une histoire de frontières avec l'immigration subsaharienne qui menace. Avec des risques pour nous de contagion des populations qui se trouvent sur notre territoire. Car il doit y avoir 2 ou 3 millions d'Algériens, peut-être 1 million de Marocains, et que ces conflits confraternels, dirais-je, pourraient avoir des conséquences dramatiques pour notre pays. Mais ceci prouve que le grand problème de demain va être le problème des migrations massives créées par les déséquilibres démographiques qui se produisent dans le monde, malheureusement au détriment de ce qu'on appelle l'arc boréal, c'est-à-dire des pays de l'Ouest et de la Russie, qui auraient intérêt à améliorer le plus tôt possible leurs relations, parce que leurs intérêts sont communs et que leur division provoque évidemment leur faiblesse. S'il y avait un affrontement plus direct, parlons de catastrophe de type militaire entre l'Algérie et le Maroc, est-ce qu'on peut imaginer une poussée migratoire d'origine algérienne, par exemple, qui fuirait une situation de ce genre? Oui, mais c'est évident. Ces situations vont se multiplier dans le monde. Et si la France se donne comme objectif de recueillir toute la misère du monde, elle va être gâtée dans ses intentions, c'est le cas de le dire. Au contraire, il faut que nous fermions actuellement le plus vite possible toutes les écoutilles par lesquelles pourraient entrer des étrangers à notre pays qui n'auraient pour autre but que de se servir de nous et priver nos citoyens de leur liberté et de leur dignité nationale. Alors le président de la République, une fois encore, s'adressait hier soir aux Français avec un recul d'audience. Je notais ce matin que de 37 millions de téléspectateurs, la dernière fois, il était passé à 20 millions. Alors ça n'est pas complètement négligeable, mais enfin tout de même, il n'a pas donné l'impression d'intéresser autant ou d'avoir justifié une attente aussi forte de la part du public. Oui, à la vérité, ce n'était pas un discours, c'est une conférence. C'est une conférence d'universitaires et pas du tout le discours d'un chef politique tel que doit être le président de la République et surtout le président de la République française dans les circonstances actuelles. Il y a un proverbe qui dit c'est un lâche, il n'agit pas, il explique. Et c'est un peu, je crois malheureusement, le cas de notre président. Et cette longue épisode verbal que j'ai suivi évidemment de près en attendant que l'on parle des vrais problèmes, et je me suis aperçu surtout que l'on ne parlait pas de l'immigration, de l'insécurité, qui vont être les problèmes capitaux qui vont se poser à notre pays, qui se posent déjà, sans que les Français le sachent encore. Alors, principale annonce que tout le monde attendait, ça concerne la 3e dose de vaccination pour ceux qui en ont reçu 2, avec la perspective de perdre le pass sanitaire si on ne répond pas à l'appel du président de la République, qui est presque un ordre. Il faut obtempérer. Mais de quel vaccin s'agit-il? Parce que moi, je n'ai pas subi, je suis vacciné, mais je n'ai pas le vaccin avec l'ARN messager, à la mode. Il y a l'ARN messager d'un côté, Pfizer et Moderna, et puis le vôtre, c'est le Johnson & Johnson. C'est ça. Avec une injection unique et qui est un vaccin dit classique. C'est ça. Et non pas avec l'ARN messager, qui est une nouvelle technique qui n'a pas encore été véritablement Absolument, testée. je préfère le mien, je suis plus sûr. Oui, mais vous savez qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois doubler, oui, tripler. mais pas avec le même, parce que... Ah non, ça, je me refuse absolument à ce qu'on m'impose un vaccin gouvernemental. Donc, vous resterez avec votre unique dose, mais votre passe sanitaire va être désactivé. Oui, moi, je fais partie comment dirais-je, des groupes à risque. Oui. Il ne faudra plus sortir, alors vous ne pourrez plus bouger. Je ne pourrai plus bouger, je resterai chez moi. Alors, autre intervention, argument du président de la République, il promet, laissons tomber le côté technique de la réforme des retraites renvoyée
pour la prochaine mandature, mais il promet tout de même de résister à ces excès de nationalisme qui pourraient entraîner le pays sur une pente redoutable. Je dois dire que le président Macron est le seul à considérer qu'il y a dans le pays des risques d'excès nationalistes. Il me semble que le danger serait plutôt en face et qu'il aurait intérêt à s'appuyer sur les patriotes plutôt qu'à les combattre. La journée du 11 novembre, consacrée au souvenir de tous les combats de France et de tous les disparus au combat français. Qu'est-ce que ça représente encore pour vous, cette date du 11 novembre ? Toute ma vie, j'ai été élevé dans l'admiration des combattants de 14-18. Je rappelle les chiffres, 1 500 000 morts et 4 millions de blessés. Et donc quand j'étais enfant, j'étais entouré de veuves, d'abord parce qu'il y en avait beaucoup en Bretagne, n'est-ce pas ? La Bretagne avait beaucoup souffert des grandes offensives de la guerre de 14-18, et des blessés divers, les deux cordonniers n'avaient qu'une jambe. C'est d'ailleurs le métier qu'on proposait aux mutilés. Mais les deux cordonniers de la Trinité-sur-Mer étaient des mutilés de la guerre de 14. Et il y en avait beaucoup comme cela. Et j'avais la chance, moi, que mon grand-père, qui avait participé, avait été mobilisé dès le premier jour. Un jour, son capitaine lui a dit « Mais dites-moi, Le Pen, vous avez 39 ans, vous avez 5 enfants, vous ne devriez pas être mobilisé. » Il a dit « On m'a dit de venir, je suis venu. » Voilà. C'était l'obéissance patriotique qui était le principe général de la vie citoyenne de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que ce conflit le conflit de la Première Guerre mondiale aurait été à l'origine du déclin démographique de la France, parce que ces pertes-là ont fauché une partie de l'avenir et pas seulement le présent ou le passé? C'est sûr, de la France et de l'Europe. La guerre de 14-18 a eu un côté suicidaire, mais on n'était pas contenté de ça, on a recommencé 20 ans plus tard. Alors. Oui, mais la der des der, ça a été un rêve de l'entre-deux-guerres, ça? Oui, je crois. Et la preuve, c'est qu'il y en a eu d'autres. Et nous-mêmes ne sommes pas contentés des conflits européens. Nous avons été en Indochine, en Algérie, etc. La France n'a pas manqué à son devoir de résistance. Mais à quel prix? Pas de lecture cette semaine, Jean-Marie Le Pen? Des lectures, mais je ne les ai pas apportées. Beaucoup de revues très intéressantes, mais la production de livres est de plus en plus grande. On n'arrive pas au bout des lectures qu'on devrait avoir. La semaine prochaine, peut-être. Peut-être. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Au revoir.